Salam alaikum, Azul, bonsoir. Pour la première fois que j'anime cette émission et celle qui l'a précédée, j'ai toujours fait mes éditos, mes présentations, qui précèdent généralement mes émissions, de mon propre cru, si je peux dire. Aujourd'hui, et pour rendre un hommage appuyé à un homme que j'ai en très grande estime, dont je respecte la droiture et la tenue politique, Karim Tabou, je vous livre en guise d'édito la lettre qu'il a adressée à tous les Algériens et à toutes les Algériennes depuis la prison où il est, rappelons-le, en isolement. C'est une lettre aussi fraternelle pour son peuple qu'implacable pour les ennemis de son peuple, pour tout cela qui empêche chacun à sa manière la nouvelle Algérie d'éclore et de prendre son envol. Écoutez et emplissez-vous de ces fortes paroles, imprégnez-vous des mots d'amour qu'il vous envoie et sachez que depuis les geôles de la mafiocratie, vos frères continuent de vous aimer et de se dévouer pour vous, corps et âme. Écoutez la lettre que Karim Tabou vous envoie. À l'occasion de mon anniversaire, j'ai reçu des milliers de messages et de vœux. Cette grande et fraternelle sollicitude, comme votre solidarité, exprimée le mardi 2 juin 2020. Algérie, un régime moribond, une aube nouvelle. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici sur le plateau mon ami Idir Onoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Et merci M. Yahya Bounouar. Merci.
Yahya Bounouar et Karima et Amira Bouraoui sont avec nous par Skype tous les deux, je crois. Amira Bouraoui, médecin, militante politique, merci d'être avec nous. Amira? Amira n'est pas encore avec nous. Yahya Bounouar est avec nous en Skype. Yahya Bounouar, journaliste et militant politique. Merci d'être avec nous, Yahya. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci. Et mes salutations à dire. Merci. Alors, Idir Honoren, d'abord cette histoire de Soufiane Gilali, de Gilles Jadid, qui a réellement été comme un gros pavé dans la mare, très improductif pour celui qui l'a lancé, Soufiane Gilali, puisque très massivement, j'allais dire quasi généralement, très mal accueilli, y compris par les propres détenus, l'un des deux détenus dont il parlait, puisqu'Karim Tabou répond dans une lettre d'une façon... Il use même d'une formule assassine, merci. Il parle de nouvelle génération... de combinards, quoi. De combinards. C'est incroyable. Il veut dire Gilles Jadid, nouvelle, parce que Gilles Jadid, ça veut dire la génération nouvelle. Alors, votre avis? C'est-à-dire que je ne participerai pas à la curie contre M. Soufiane Gilali, qui a été un militant, qui a été dans Ouattana, qui a été contre le 4e mandat en 2014, et qui, à un moment donné, faisait partie intégrante du Hirak. Mais il se trouve, moi je reprends ses déclarations avant l'élection du 12-12, où il parlait d'un processus constituant, où il parlait de liberté, d'état de droit. Et je me rappelle d'une phrase qu'il avait dite, il a dit « Nous ne sommes pas là pour sauver le régime, nous sommes là pour sauver l'État. » On peut en parler. Bon, il se trouve qu'à l'heure actuelle, après que le président Tebboune ait engagé des consultations avec des partis politiques et des personnalités politiques, il s'est trouvé que M. Soufiane Gilali est allé donc rendre visite au président désigné, M. Tebboune. Il y a eu un communiqué commun, et à partir de ce moment-là, il faut rester un peu dans la cohérence politique. Moi, M. Soufiane Gilali, que je respecte, pour qui j'ai de l'amitié, et moi je l'avais même dit à cette époque-là, qu'il a fait non pas une erreur, mais une faute politique. À partir du moment où dans ses déclarations qu'ils partageaient tous, et cela a été l'un des premiers qui a parlé d'un processus constituant. Oui. La question qu'il faut se poser, c'est comment... Aujourd'hui, il dit que ce n'est pas possible d'envisager un processus constituant. Tout à fait. Il faut se placer sous l'angle politique. À partir de ce moment-là, quand il parle d'un processus constituant, alors que l'offre du pouvoir, c'est vraiment une réformette de la Constitution, sans toucher au pouvoir quasi-divin du président de la République, il est président de l'Académie de la langue arabe, il est président de l'Académie de la langue berbère, il est président du Conseil national de la jeunesse, et il jouit de prérogatives de droit divin. Ça va à l'encontre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est une logique d'appareil, ce que l'on peut comprendre, mais je pense que les politiques et la société civile et les journalistes doivent lui demander des comptes en disant qu'il explique l'espèce de démarche qu'il a. Parce que nous sommes là sur un arc très ténu, où les gens peuvent penser que c'est de la compromission. Oui. On peut aller vers un compromis, il n'y a pas de souci, parce qu'on discute avec son ennemi. Oui. Mais on ne peut pas décemment, au vu de ce qu'a proposé le gouvernement Tebboune, rappelez-vous ce qu'ils nous disent, c'est un mouvement de technocrates et politiques. Ils ne sont ni des technocrates ni politiques. Le bilan de 6 mois, c'est une catastrophe. Rien n'a bougé, rien n'a été fait. Et en plus, indépendamment du fait qu'ils profitent du Covid-19 pour passer les lois scélérates criminalisant le moindre post sur Facebook, où est-ce qu'on va? Je pense que M. Soufiane Gilali, le peuple algérien a besoin d'éclaircissement et je lui conseille vivement de s'expliquer. Parce qu'on ne peut pas décemment dire qu'on est pour un processus constituant, qu'il faut sauver l'État, qu'il faut sauver la nation, et à ce moment-là, aller carrément discuter avec le président de la République. Ça, c'est pas possible. Se faire quasiment son porte-parole, puisqu'il annonce une mesure tout à fait d'ailleurs absurde dont personne ne comprend,
la profondeur, ni même la légalité. C'est très contre-productif comme communication, c'est une communication suicidaire. Il se fait passer pour un intercesseur. Moi, je pense que les détenus d'opinion, les détenus politiques n'ont pas besoin d'intercesseurs, ils ont besoin de droits. Ça, c'est le premier élément. Absolument. Et deuxième élément, nous parlons de M. Tabou, pour que j'ai beaucoup d'affection, de M. Belarbi. On oublie le général Ardili, qui est un détenu politique aussi, oui. et des dizaines et des dizaines de jeunes blogueurs et militants sur Facebook et qui animent des conférences et qui arrivent, autant que faire se peut, à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Et on oublie les gens qui ont été injustement condamnés. Tout à fait. On oublie les gens qui sont encore en instance de jugement, des gens qui ont fait appel, des gens qui menacent d'être arrêtés demain, qui sont sous le coup de poursuite. Mais nous allons demander à Yahya Bonouar ce qu'il pense sur ce sujet. Yahya Bonouar, sur cette histoire. L'histoire de Sofiane Djellali. Yahya? Oui, vous parlez de l'histoire de Sofiane Djellali, c'est oui, ça? Absolument. Écoutez, moi, franchement, je ne sais pas si on doit lui accorder du crédit ou non. Je rappelle simplement que lorsqu'il a été rencontré Tebboune, et il vient d'en parler il y a 4 mois, il a dit la même chose. Il a annoncé que les détenus allaient être libérés, qu'il y allait y avoir des mesures d'apaisement, exactement ce qu'il raconte depuis hier ou avant-hier. Quel crédit lui accorder? Personnellement, je ne lui en accorde aucun. Il cite 2 noms, Karim Tabou et Belarbi. Karim Tabou peut bénéficier d'une grâce puisqu'il a été condamné définitivement, alors que Samir Belarbi, Tebboune ne fait rien pour lui, il n'a pas encore été jugé. Donc, bon, franchement, il a dit la même chose il y a 4 mois, il vient de le redire. À mon avis, il participe, consciemment ou pas, à des manipulations des généraux sécuritaires qui ont une trouille bleue du retour du Hirak et qui essaie de... Voilà, il parle, hier il fait un communiqué, il parle de mesures d'apaisement, et aujourd'hui, le jeune Brahim Al-Alami a été remis en prison en détention provisoire. Donc franchement, moi je ne lui accorde aucun crédit parce qu'il l'a déjà annoncé, il se moque des gens. Il l'a annoncé il y a 4 mois et ensuite les gens ont continué d'entrer en prison. Non seulement ils ne sont pas sortis, mais ils rentrent tous les jours, des jeunes, des dizaines, des centaines, des milliers de jeunes partout dans toutes les wilayas sont chaque jour convoqués à la police, à la gendarmerie. Ils sont menacés, intimidés. C'est partout le même discours. Si vous écrivez encore un mot sur Facebook, on vous jette en prison. Les menaces, y compris sur les mères de famille, parce qu'elles écrivent quelque chose sur Facebook, sur les universitaires, les syndicalistes. Donc de quoi parle Sofiane Djellali? Il vend sa sauce, il a basculé, c'est son droit, hein, il a basculé dans le camp du régime. J'ai lu son entretien au journal El Watan, où il dit texto que l'Algérie est un pays jeune, trop jeune, pour supporter le jeu politicien sous prétexte de la démocratie. Ils parlent comme les généraux sécuritaires. Eux, ils le disent dans leur bureau caché, ça veut dire le peuple n'est pas prêt pour la démocratie, ça fait 60 ans, et si vous revenez dans 6 siècles, ils diront la même chose, le peuple n'est pas prêt, et lui est chargé de vendre ce discours, les arguments des généraux sécuritaires, et il vient raconter ses salades sous la forme d'un homme politique qui viendrait de l'opposition. Donc tout ça, franchement, moi j'y crois pas du tout. Et la meilleure réponse, de toutes les manières, est venue d'un détenu d'opinion, de notre ami Karim Tabou. Voilà, la réponse, vous l'avez lue dans votre introduction. Et c'est la seule chose qu'on peut dire pour répondre à Sofiane Djellali, malheureusement, et aux généraux qui l'instrumentalisent comme une marionnette. Je ne sais pas s'ils croient à ce qu'ils disent. Justement, Yahya, est-ce que pour vous, est-ce que c'est une initiative de Sofiane Djellali, de son parti, une initiative malheureuse qui a mal tourné, où il estimait pouvoir se faire mousser en annonçant la libération de ces détenus politiques, de ces seuls 2 détenus politiques, ou est-ce que ça cache autre chose de beaucoup plus vaste, une opération
dans laquelle il ne serait qu'un acteur parmi d'autres, de quelque chose qu'on serait en train de nous concocter pour libérer tous les prisonniers, mais d'en tirer des dividendes politiques, puisque la première opération, celle qui a consisté à briser le Hirak, de profiter de l'aubaine du Corona pour briser le Hirak, n'a pas marché. Ils se rendent compte maintenant que les gens piaffent d'impatience, qu'ils n'attendent que le jour de sortir. Alors d'après vous, est-ce que Sofiane Gilali fait partie lui-même d'une vaste opération de communication du régime, ou est-ce que c'est un libéraux qui a pensé pouvoir se faire mousser à peu de frais? Écoutez, quand on l'entend parler depuis qu'il a retourné sa veste, entre guillemets, il défend le discours du régime. Et évidemment, il l'enrobe avec les termes d'une personnalité politique, mais il développe leur discours. Quand on regarde les faits, parce que moi je suis un vieux militant, et donc je regarde les faits, je n'écoute plus les paroles des politiciens. On est dans la gestion sécuritaire. On n'est pas sorti de la gestion sécuritaire. Quand le pays rentrera dans une gestion politique, avec des gestes politiques, avec un dialogue politique, on commencera à parler de quelque chose. Pour l'instant, on est dans le sécuritaire. On arrête, on intimide, on jette en prison, on fait peur, on menace. Ils ont peur du retour de Hirak et ils sont en train d'utiliser les petites magouilles sécuritaires avec de l'intox d'un côté et puis de l'intimidation et de la répression de l'autre. Donc pour moi, rien n'a changé. Ils ont peur. Et restez avec nous, Yahya Bonouar. Vous vouliez intervenir avant que je reçoive Amira? Pour compléter un peu ce que disait Yahya par rapport à M. Sofiane Gilali et Djil Jadid, il y a deux niveaux d'analyse. Soit il va faire partie, ce que vous l'avez suggéré dans votre question, du nouveau décorum. Oui. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'on ne peut plus. Précédemment, Yahya, quand il était au matin, chez nous aussi, il y a eu des personnes qui, pour des dividendes rentiers protocolaires, ont fait des alliances contre nature, à ce moment-là, au détriment de la démocratie, au détriment de l'éthique. Ça a toujours existé. Mais ce que je demande, moi, aux représentants de Djil Jadid, c'est d'éclairer l'opinion publique, de dire oui, nous soutenons la démarche du président de la République. Mais ils l'ont dit. Mais à ce moment-là, mais de le dire aussi formellement, c'est-à-dire matérialisé. Sofiane Gilali, dans son interview chez Skyrock, oui. Il a dit, parlant de M. Tebboune, il a dit avant c'était l'armée, maintenant c'est le président qui est le patron de l'État. Et il a dit plus que ça, il a dit beaucoup d'Algériens, pour ne pas dire la majorité, ça veut dire qu'il a dit c'est la majorité, d'Algériens sont avec Tebboune. Il a dit clairement. Donc, à partir de ce moment-là, il a peut-être un chemin à faire avec le système, mais le souci, c'est de se dire, il s'est exclu par cette démarche-là du Hirak. Je pense que l'histoire, à un moment ou à un autre, va trancher, et à ce moment-là, tout le monde se regardera comme il doit se regarder, tout simplement. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Merci à vous. Mais Amira, vous nous m'aviez promis d'être avec nous en Skype, comment ça se fait? Alors Amira, sur cette... D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à vous tous. Merci. Alors Amira, sur cette affaire Sofiane Gilali, qu'est-ce que vous en pensez très franchement? Ça fait mal, hein, je ne peux pas... C'est difficile de dire du mal de Sofiane parce que j'ai milité avec lui pendant très longtemps. J'ai été avec lui à Moatana. Avant ça, il avait été... c'est quelqu'un qui... c'est un monsieur que je respecte beaucoup, mais que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il est en train de se suicider politiquement. Monsieur Sofiane Gilali est en train de se suicider politiquement. Et je ne comprends pas pourquoi il fait ça. La majorité des Algériens, comment ça, la majorité des Algériens sont avec Tebboune? La majorité des Algériens étaient contre. Vous savez, le divorce a commencé avec Djil Jadid quelques semaines avant les élections. Win Houma, ils étaient pour. Donc on se parlait avec les militants de Djil Jadid. On se parlait et eux étaient pour les élections. Et la majorité du peuple était contre.
était contre des élections imposées par Gaïd Salah. Tout le monde le voyait et personne n'est sorti parce que Tebboune, quand il a été élu entre guillemets, personne n'était dans la rue pour dire voilà, bienvenue à Tebboune. Par contre, le lendemain, le 13 décembre, c'était un vendredi, tout le peuple était dehors pour dire que c'est des élections caduques. Donc, par la suite, bon, qu'est-ce qu'il dit, Tebboune? Il dit, je tends la main au Hirak. Ok, d'accord. Et là, le peuple, du moins ceux qui n'étaient pas d'accord avec ces élections, étaient en train de regarder comment il a tendu la main. Comment il a tendu la main, Tebboune? Il a tendu la main pour gifler le Hirak. Il a giflé le Hirak. Comment? Parce qu'il a ramassé des centaines de militants qui sont aujourd'hui en prison. Mais qu'est-ce que monsieur Ben Chennouf, tant que les militants personne ne peut accepter Tebboune aujourd'hui avec des militants qui étaient dehors et qui ont permis à Tebboune d'être président de la République. Qui a permis à Tebboune de devenir président si ce n'est des millions d'Algériens qui étaient dans la rue? Et là, on ramasse des centaines de militants pour les mettre en prison. Il n'y a pas un militant. Tout le monde reçoit des convocations. Tout le monde. Oui, mais Soufiane Djellali vous dit, bon, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Les faits sont là, la situation est faite, il faut l'accepter, il faut négocier avec ce qu'il y a, il faut faire avec la situation actuelle. Autrement dit, il faut accepter le fait accompli qui nous a été imposé par la junte pour nous imposer un président fantoche. Et même plus que ça, aller négocier avec lui, discuter avec lui, faire de la courtoisie avec lui et accepter qu'il vous confie la mission d'annoncer au reste du pays que des 2 prisonniers politiques vont être libérés. Rabbi Sahel عليها Sofiane Djellali. Sofiane est à la tête d'un parti politique et en tant que parti, ils sont libres de faire et de décider tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Ceci dit, aujourd'hui, après le coronavirus qui a été instrumentalisé politiquement, le peuple va sortir et c'est le peuple qui va donner son mot également. Donc, alors, sur ce point, je vous attendais justement, Amira Bouraoui. D'abord, Edir veut dire quelque chose, puis j'ai une bonne question pour vous. Ce que je voulais dire, c'est que M. Sofiane Djellali, je me souviens d'une de ses déclarations, il a signifié carrément et clairement que l'institution militaire est maintenant face à la volonté populaire. Il a cerné la problématique. À quel moment il avait dit ça? Il a dit ça peut-être 1 ou 2 mois avant l'élection du 12 décembre. D'accord. Et à partir il avait même dit que cette élection est une catastrophe pour l'Algérie. Tout à fait. Et là, s'improviser intercesseur pour la libération de Karim Tabou, ça ne répond à rien politiquement. Ouais. Ça ne répond à rien, ça décrédibilise à la fois l'institution présidentielle, si tant est qu'elle soit incarnée, et ça décrédibilise M. Sofiane Djellali. On a l'impression que M. Sofiane Djellali s'est improvisé momentanément, et j'espère pour la dernière fois, comme porte-parole du président Tebboune. M. Tabou est en appel. Quand on fait une grâce, on en a parlé tout à l'heure, c'est que le jugement est déjà prononcé. Bien sûr. Pour utiliser ça. On ne peut pas gracier quelqu'un qui n'a pas été condamné. Ça, c'est le premier élément. Et réduire la grâce à M. Belarbi et à M. Karim Tabou, je suis désolé. M. Tabou, c'est pas un homme d'ambition, c'est un homme de projet. Dans sa lettre, il l'a clairement défini. Absolument. Il se trouve qu'on a des hommes politiques qui sont peut-être des hommes d'ambition. À partir de ce moment-là, s'ils sont des hommes d'ambition, là, il s'est allé. Le souci, c'est là. Maintenant, quand tu as des différents niveaux d'analyse, de dire, et M. Sofiane Djellali, il n'a de compte de rendre à personne, il doit rendre des comptes à sa direction, à ses militants et à ses électeurs éventuellement, malgré le fait qu'il n'ait jamais été au combat électoral. Amira Bouraoui, vous parliez du Hirak qui peut revenir du jour au lendemain, qui piaffe d'impatience, qui est très impatient d'en découdre de nouveau avec ce régime, de lui exprimer sa volonté. Sauf que maintenant, c'est un consensus au niveau de tout le peuple algérien, c'est qu'on ne sortira que si le collectif des médecins nous dit qu'il n'y a plus de risque que nous pouvons sortir, ou peut-être qu'il nous dirait que nous pouvons sortir, mais avec tel ou tel moyen, en se protégeant de telle ou telle manière. Alors, ce que j'aimerais que vous nous disiez, Amira, vous qui êtes médecin, qui est ce collectif des médecins?
Écoutez, le Hirak, il y a énormément de médecins, d'avocats, il y a tout le peuple. Et puis, à un moment, c'est vrai que lorsque le coronavirus est arrivé en Europe, là, beaucoup de médecins du Hirak commençaient à se parler et à se dire que non, on arrête les manifestations parce que c'est risqué. Parce que c'est risqué. Et puis, avant même, vous savez, le Premier ministre avait dit « Moi, je ne suis pas contre que le Hirak sorte dans la rue ». Et au même moment, les médecins du Hirak disaient non, on arrête les manifestations parce que le Hirak, avant tout, Hirak Wa'i, c'est un mouvement de conscientisation. Donc, on ne voulait pas, tous les médecins et les militants, mettre la vie des Algériens en danger. Donc, c'est un collectif, c'est quelques médecins qui se sont réunis et puis ils ont décidé de suspendre et de faire appel aux étudiants pour le mardi d'après le vendredi où les Algériens étaient sortis pour dire on ne sort plus, on arrête les manifestations, on suspend, que le Hirak va continuer mais pas physiquement, c'est-à-dire qu'il ne va pas sortir dans la rue et on suspend. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le Covid n'a pas touché l'Afrique comme il a touché l'Europe. Que malgré, bon, c'est vrai que le coronavirus est venu en Algérie, et même si l'opinion avait demandé à ce qu'on arrête le trafic aérien, mais le trafic aérien n'a pas été arrêté tout de suite, ils ont arrêté les universités et les écoles avant le trafic aérien. Finalement, ils ont fini par l'arrêter, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que il y a par an 192 000 décès en Algérie et donc ça fait par jour à peu près 500 décès par jour pour des gens qui décèdent par arrêt cardiaque, par AVC et autres pathologies. Et il n'y a que 7 ou 6 personnes qui décèdent par jour de coronavirus. Donc on s'est rendu compte que finalement l'Algérie n'a pas été touchée tant que ça et qu'il est temps de reprendre la rue. Mais ce collectif des médecins qui gagne de plus en plus la confiance des Algériens, quel est-il? Est-ce qu'il a tenu des assises? Est-ce que les membres qui le composent, les médecins qui le composent, ont été désignés démocratiquement par toute votre confrérie? Comment être sûr qu'ils ne seront pas infiltrés par des éléments du régime? Et autres questions du genre, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce genre de questionnement? Alors, vous savez, bon, ils n'ont pas été élus entre guillemets démocratiquement. Ce sont des médecins algériens qui faisaient partie du Hirak, qui ont décidé de faire en sorte de suspendre les manifestations, mais jusqu'ici, ils ne se sont pas encore réunis pour reprendre les manifestations. C'est tout ce que j'ai comme information. Très bien. Alors, avant de passer à d'autres questions, est-ce qu'il y a des commentaires, Idir, Yahya? Non, sur cette question-là, avant de passer au sujet suivant, Yahya? Moi, je souhaiterais Le Hirak va revenir. Pardon? Le Hirak va revenir, et il va revenir encore plus fort, et ils le savent. D'où les petites manipulations et les combines, comme dirait Karim Tabou, pour essayer de l'affaiblir, de diviser les gens. Ils remettent sur la table tout ce qui divise, division idéologique, division sociale, division culturelle, etc. Mais le Hirak va revenir encore plus fort. Le temps, il ne faut pas se presser. C'est-à-dire, il reviendra dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, mais il va revenir et encore plus fort. Idir? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Yahya, mais pour rebondir sur ce que disait Mme Bouraoui, c'est qu'on a affaire à une espèce d'information institutionnelle où la majorité des Algériens, par réflexe, par habitude, ne la rendent pas crédible. Est-ce que cette association-là de médecins, d'épidémiologues, de médecins spécialistes ne peuvent pas prendre le pouvoir et apporter une véritable information au peuple algérien, parce que l'information institutionnelle est difficilement digeste pour l'ensemble des Algériens? Moi, c'est les échos que j'ai d'Alger. Donc voilà. Alors, avant de passer au sujet suivant, nous allons regarder une image de M. Tebboune avec 2 généraux. Nous allons essayer de comprendre pourquoi elle pose problème.
puis nous allons écouter l'allocution de M. Tebboune quand il s'est rendu à l'état-major. Alors nous allons d'abord regarder l'image des généraux, de M. Tebboune avec les généraux. Regardez très très attentivement. Vous voyez M. Tebboune au milieu, avec à sa droite le général de corps d'armée Ben Ali, et à sa gauche le chef d'état-major par intérim. Ce qui est une grave entorse au protocole. Et qu'on ne nous dise pas que c'est parce que Ben Ali est plus gradé que le chef d'état-major par intérim. Parce que dans l'armée, il y a un principe fondamental qui dit la fonction prime le grade. Donc, comment ça se fait que, et je ne suis pas en train de pinailler sur des détails, hein, vous allez voir pourquoi dans un petit instant. Pourquoi Ben Ali se trouve à la droite du président et Chenguereha à sa gauche. Et d'un. De deux, vous allez écouter cette allocution du président. Je vais vous expliquer d'abord, pour que vous ne soyez pas surpris. On a l'impression, on ne comprend pas, peut-être que c'est nous qui avons mal entendu, mais on a l'impression que quand il s'adresse au chef d'état-major, il dit, d'abord il ne dit pas Qaïd al-Arkan lil-Jish al-Watani Shabi, il dit Ra'is al-Arkan, le président de l'état-major. Et ensuite, et surtout, quand il finit la présentation du titre, il ne nomme pas Chenguereha, il nomme Ben Ali. Et il ne dit pas par intérim. Il ne dit pas le chef d'état-major par intérim, Flan Ben Flan. Non, il dit le chef d'état-major tout court sans intérim, et il cite Ben Ali. Et après, il cite Chenguereha. Mais écoutez, je préfère que vous écoutiez. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سيد فريق بن علي، حضرات الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، سادة قادة القوات، سيد قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء وزارة اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سيد فريق بن علي، حضرات الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وزارة اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سيد فريق بن علي. Alors, il dit, Yahya Bounouar, vous qui suivez de très près ce genre de choses. Il dit Ra'is al-Fariq, d'abord il ne dit pas Qaïd al-Fariq, ce qui n'est pas l'appellation consacrée. Et puis il ne dit pas par intérim. Dans ce genre de réunion, c'est hyper important. Monsieur le chef d'état-major par intérim, Chenguereha Flan. Lui, il dit Ra'is al-Arkan Kada Minna, al-Fariq, ça veut dire le général de corps d'armée, Ben Ali. Vous l'avez bien entendu? Ah oui, parfaitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Franchement, je pense qu'il n'était pas très sûr de lui. Dans un environnement hostile, entouré par les marionnettistes. Et je pense qu'il a perdu un peu le contrôle. Oui, mais il aurait pu au moins dire par intérim. Il n'a pas dit par intérim. Et puis vous avez vu la photo qu'on a présentée en premier, où il met le général Ben Ali à sa droite et le chef d'état-major à sa gauche. Alors que la fonction prime le grade et le plus haut en fonction, qui doit s'asseoir à sa droite, c'est le chef d'état-major, ce n'est pas le commandant de la garde républicaine. Oui, mais vous savez bien que ce n'est pas Tebboune qui décide. Même le discours, c'est un discours à la Gaïd Saleh, donc écrit par les généraux, et il s'est contenté de le lire. Le seul moment où il n'a pas regardé son discours, c'est pour dire ces idioties. Donc je pense qu'il était très très mal à l'aise. D'ailleurs, il dit Raïs au lieu de dire Aïd. Et ensuite, il s'en mêle les pédales parce que, voilà, il est chez ses chefs, ceux qui l'ont placé là. Et il fait un discours insultant, vraiment un discours à la Gaïd Saleh. On l'avait un petit peu oublié. Même Chenguereha ne fait pas ce genre de discours. Ben, ils lui ont donné à lui. Et c'est lui qui a lu un discours où il y a des complots partout. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord
sont les Ayadi Kharijia, et ainsi de suite. Donc vraiment, il est tombé très bas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de libération et d'apaisement, cité par Sofiane Djilali, pour moi c'est du pipeau. Les faits sont là, les actes quotidiens sont là, on jette des gens en prison, on manipule, on intimide, on montre ces images à la télévision. Voilà, on est dans la Dawla al-Askaria avec ce qu'elle a de plus hideux, d'autoritarisme, de mépris pour les civils, de mépris pour les institutions et surtout de mépris pour le peuple. Et restez avec nous, Yahya, et dire sur cette... comment vous l'avez interprété, vous? À vrai dire, je n'ai pas interprété plus que de raison. Monsieur Ben Ali, c'est le plus haut gradé. D'accord. Même au niveau de la première image qu'on a montrée à la présidente de la République, qu'il soit à la droite du président, ne me dérange pas. Que M. Chengriha soit à sa gauche, à la limite, ce n'est pas dérangeant. Mais quand il se trompe en parlant de président de l'état-major, au lieu de dire Qaïd de l'état-major, et dans le libellé, il a commencé par parler de M. Chengriha. Moi, ce qui me parle, c'est qu'on a encore un chef d'état-major par intérim. Rien n'est clair pour le moment. Mais il ne l'a pas dit, justement. Il n'a pas dit, alors précis. Alors qu'il fallait qu'il précise, parce que c'est le seul chef d'état-major nommé par intérim, par décret. Ça n'existe pas dans le monde une nomination par décret et par intérim. Tout à fait. L'intérim, c'est pour attendre la nomination par décret. Or, lui a été nommé par décret, par intérim. Alors, pourquoi n'a-t-il pas dit le chef d'état-major par intérim? Et pourquoi n'a-t-il pas dit Chengriha? Pourquoi a-t-il dit Ben Ali? Moi, je pense que c'est... Il y a plusieurs mois déjà, enfin depuis que M. Gaïd Salah est parti, quand on l'a nommé par intérim, au bout d'un mois, j'ai dit qu'on laisse un chef d'état-major qui est censé mettre en opération nos armées, tout corps d'armées confondues par intérim, moi, me poser problème. Oui. Ça voulait dire que tout n'était pas réglé entre eux et que ça supposait que, chacun voulait jouer son homme. Et on lui a adjoint un secrétaire général avec des prérogatives exorbitantes, hein, soit dit en passant. Le fait que M. Ben Ali, c'est le chef de la garde républicaine, c'est un corps, donc il n'y a pas de souci. M. Chengriha est censé s'occuper de l'opérabilité de nos forces armées, qu'elles soient aériennes et chefs d'état-major en général. Et il y a le secrétaire général du ministère de la Défense. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à la télévision, quand on nous présente, on dit Monsieur Tebboune, président de la République, ministre et chef des forces armées. Oui. Donc on est arrivé à une communication de la Corée du Nord. Il n'y a rien à attendre de tout ça. Il faut absolument changer les choses. Comment? Là est toute la question. Il faudra inévitablement passer à une étape supérieure. Maintenant, c'est aux jeunes révolutionnaires à décider quand, où, comment, avec quelle méthode, avec quels outils. Amira Bouraoui, sur cette question très curieuse, c'est peut-être nous qui n'avons pas compris. Hein, restons prudents. Amira. Monsieur Benchenouf, quand on est sorti dans la rue, on a dit Dawla Madaniya, Machi Askaria. Donc, il s'appelle Ben Ali, ou Chengriha, ou Flan, ou Filtan. Nous, on l'a dit, on n'est pas contre notre armée. On a besoin de notre armée qui protège notre pays, mais on a besoin d'élire un président, que le peuple élit son président et lui sera à la tête des forces armées. Là, on voit que c'est l'armée qui a mis un président et que, comme le disait le monsieur tout à l'heure, c'est les marionnettistes. Et c'est triste, tout ça est triste. C'est triste pour l'armée, c'est triste pour l'Algérie, c'est triste pour Tebboune aussi qui voilà, c'est pas un président de la République. Il a été mis en poste par Gaïd Salah et puis c'est tout. Tout ça est triste à mourir. Et puis on a dit qu'on a besoin d'élire notre président et lui sera à la tête de tout le monde. Et on n'a pas besoin d'entendre Général Flan ou la Feltan. On n'a pas besoin. Tous les pays partout dans le monde, ils connaissent même pas les noms des généraux. C'est pas important. C'est l'armée. L'armée, elle protège elle protège l'État, elle protège mais on n'a pas besoin de parler de Général Fnel, Général Felten. Il y en a marre. Alors, Amira Bouraoui, avant d'en arriver aux deux sujets qui nous restent, qui sont cette panique qui semble s'être
emparé du régime et ce Hirak qui est en train de s'organiser, mais dont on ne sait pas comment il s'organise au juste. Nous allons donc parler de ces deux sujets. Mais avant, j'aimerais vous poser une question pour pouvoir vous poser la question. La question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez vu le film Titanic? Oui. Oui. Vous vous rappelez de cette scène à la fin quand les gens ont commencé à prendre les canots de sauvetage et que l'orchestre très professionnel était en train de jouer du violon pour essayer de calmer un peu les choses et pour que la panique ne s'installe pas, pour permettre aux gens de pouvoir prendre des canots de sauvetage sans pagaille. Vous vous rappelez? Tout à fait. C'est une photo d'ailleurs qui a été souvent utilisée pendant il y a quelques années déjà, il y a peut-être 2 ans. C'est une photo qui a été utilisée parce que l'Algérie, on voyait bien qu'on était en train de se prendre le mur et que tout le monde disait que tout allait pour le mieux. Et puis on avait mis les photos de Ouyahia et de Sellal, etc. Et c'était eux qui jouaient du violon. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la principale mission aujourd'hui de Tebboune, c'est de jouer les violons dans un Titanic qui fait eau de toutes parts? Je vais vous en citer quelques-unes. Regardez. Un Tebboune qui ne sait même plus s'exprimer, qui donne le titre chef d'état-major à un général qui n'est pas chef d'état-major, qui oublie de préciser que le chef d'état-major a été exprès nommé par intérim parce que l'état-major refuse de revivre l'expérience Gaïd Saleh. Ils ne veulent pas d'un chef d'état-major trop fort. Un Tebboune qui charge des partis politiques de faire sa communication pour essayer d'apaiser, annoncer comme ça très maladroitement la libération de 2 prisonniers seulement. Une situation régionale catastrophique, le problème libyen qui va en s'aggravant, le Sahel qui devient une vraie poudrière, nos apprentis sorciers de l'état-major qui vont faire des exercices à tir réel à la frontière marocaine, la France avec laquelle le régime est en bisbille parce que la France ne soutient plus aussi franchement qu'elle le faisait du temps de Gaïd Saleh et avant, du temps de Bouteflika surtout, le régime algérien, un Irak qui est en train de bouillir, qui n'a pas été neutralisé comme l'aurait voulu le régime, et surtout une crise économique que personne n'imagine, sauf ceux qui savent ce qu'économie et finance veulent dire. Ça veut dire que c'est un jour, Ali Benouari avait dit dans une de mes émissions, il a dit « Je prédis la famine ». Il a dit « Je suis désolé de devoir le dire, mais si je ne le dis pas aujourd'hui, on m'en voudra plus tard. Moi, je prédis, non pas la misère, je prédis la famine. » Il a dit « On ne peut pas y échapper. Nous allons au-devant d'une crise. Ces gens-là nous ont précipités dans une situation dont on ne pourra pas s'échapper. Sauf si le peuple tout entier accepte de se serrer la ceinture, accepte de se sacrifier et de travailler pour au moins une dizaine d'années très durement pour pouvoir reconstruire ce qui a été dévasté. » Donc voilà, j'ai été un peu lent dans le préambule de la question, mais comment on va faire ce régime devant de tels problèmes, de telles difficultés? Il est dos au mur. Il est dos au mur, M. Benchenouf. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont prolongé le confinement, entre guillemets. Et on avait dit depuis le début qu'on était contre ce confinement, entre guillemets, parce que ce n'était pas un confinement, mais un couvre-feu. Et que ça a mis des familles, des millions de familles, ils sont déjà dans la famine. C'est pour ça que les Algériens commencent à sortir. Le Hirak est sorti. Le Hirak, c'était une conscience, il est sorti, c'est un cerveau qui est sorti. Mais demain, le Hirak sera plus puissant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement les cerveaux qui vont sortir et ce ne sera pas uniquement des revendications politiques, mais aussi c'est des estomacs qui vont sortir. Aujourd'hui, ils sortent déjà. Ils sortent parce qu'on a mis les Algériens dans une situation. Ils ont instrumentalisé le Covid. Ils l'ont instrumentalisé politiquement. On l'a dit depuis le départ qu'on ne peut pas se permettre un confinement.
On ne peut pas se permettre parce que le confinement est un luxe des pays développés. D'ailleurs, les pays ailleurs, ils ont fait en sorte de rémunérer tous les employés, mais ici حنايا الناس راهي ميتة بالشر monsieur بن شنوف الناس كانوا يخدموا par journée ils se sont retrouvés du jour au lendemain et là ça fait depuis plus de 2 mois et malgré que ailleurs on a dit que le Covid a davantage touché les autres pays, les pays européens. Et malgré ça, ils déconfinent. Ils déconfinent. Pourquoi? Parce que économiquement, ça ne le fait plus. Et chez nous, malgré la crise économique qui existait déjà, avant même le Covid, ils vous prolongent le confinement de 2 semaines. C'est pour ça que les Algériens sortent aujourd'hui. Et ils sortent partout. Ils commencent à sortir partout. Et là, c'est vrai que le Hirak, il va prendre une autre couleur. C'est-à-dire, au-delà du côté du volet politique, il va prendre aussi un volet économique et il va être très, très puissant, oui. Idir? Oui, par rapport à ce que disait Mme Bouraoui, c'est certain, parce que l'impact de la crise économique, qui est une crise économique, mais cette crise économique il y a une crise financière qui est derrière. On ne pourra peut-être même plus assurer dès le premier semestre 2021 les transferts sociaux. Et ça pose un gros problème. On l'avait déjà souligné il y a plus de 2 ans, avant qu'il y ait le Hirak, sur l'impact de la crise économique sur la malvie des Algériens, quand on avait fait l'émission sur les stades, rappelez-vous. Oui, oui. Pourquoi la politique s'invitait dans les stades. Mais ça n'expliquera pas tout. Moi, je sens une colère sourde au sein de la société. Et là, ce n'est plus seulement le politique, comme le dit Amir, il y a aussi le social. Non, tout à fait. On était tous d'accord, à un moment donné, de dire ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce Hirak, c'est qu'il n'y a pas de revendication, d'abord, idéologique, ni socio-économique. Ni idéologique, ni sociologique. Et même culturelle. Il n'y en avait pas trop. Absolument. Toute la population algérienne convergeait pour une seule chose, un changement de système, un changement de gouverneur, de gouvernance, etc. Et comme l'a si bien dit Mme Bouraoui, la crise économique va être là, la crise financière, on risque de passer à l'endettement très rapidement. On ne pourra peut-être même pas assurer... à condition de trouver les prêteurs. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas évident du tout. Quand on a un besoin de 30 milliards de dollars par an. Surtout qu'en ce moment, la demande de pétrole mondial, ce n'est pas évident qu'elle puisse reprendre malgré la reprise en Chine et en Inde. Ça va poser beaucoup de problèmes. Et comment gérer ça au sein du Hirak? Comment ne pas perdre ce qui a fait la beauté du Hirak, c'est-à-dire son pacifisme? Oui. C'est toutes ces questions-là qui vont agiter l'esprit des leaders du Hirak. Vous risquez que ces difficultés économiques pourraient peut-être influencer de manière nette sur la nature et le pacifisme du Hirak. Je ne sais plus qui qu'a dit, je crois que c'est Yahya qui a parlé de bol alimentaire. Et évidemment, regardez dans les services, dans le bâtiment, il y a plus de 70% d'entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson. Oui. Mais 70, sinon que 15 ouvriers, c'est 15 familles par... vous imaginez le nombre de gens au chômage? Ce sont des millions aujourd'hui de familles, comme l'a dit Amir Bouraoui. Ce ne sont pas des millions d'individus. Et c'est cette question-là qui doit nous agiter, qui doit nous interpeller. Parallèlement à ça, le pouvoir est autiste, avec tout le respect que je dois aux autistes, qui ne produit rien. Je suis au regret de dire, sur les 6 mois de bilan de M. Tebboune, c'est une catastrophe. Tebboune a demandé d'avoir des statistiques sur les minerais. Vous imaginez? Déjà, il n'a pas une vue globale sur ce qu'a l'Algérie comme ressource naturelle. Alors, c'est un peu comme pour nous calmer, pour nous dire, bon, vous en faites pas, s'il n'y a pas le pétrole et le gaz, il y a d'autres minerais. Et ils ont fait un truc de communication pour nous dire, nous allons demander ce que nous disposons de ressources naturelles. Comme si nous ne pouvions rien produire et que nous ne pouvions vivre que de la rente. Juste pour terminer, pour laisser la parole à Yahya, c'est un système qui nous a produit que de la désespérance. Oui. Depuis je dirais pas même pas 1962, un peu avant. Pour moi, la référence, c'est quand même le CNRA du Caire de 57 où il y a eu de la violence et du CNRA de Tripoli. Ils nous ont produit que la désespérance. Je ne sais même plus, heureusement que ce peuple a donné une image de maturité, une image de bienveillance, une image empathique. Peut-être qu'à cause d'eux, probablement, ils ne mesurent pas que peut-être nous ne ferons plus peuple dans quelques temps, ou nous ne ferons plus nation, ce qui serait dramatique, et là, ils seraient comptables devant l'histoire. C'est pour ça que je me dis que la nouvelle génération du Hirak doit être identifiée, qu'ils trouvent les outils,
et qui trouve la méthode. Ça ne peut plus durer. Justement, nous allons parler dans le dernier point de la méthode. Yahya Bonouar, devant de telles difficultés, le régime est encerclé réellement. Et il est démuni. Et le comble du... Je vais vous dire quelque chose. Je vais me permettre d'être un des vôtres, de dire un peu mon avis aussi. Moi, si le régime accepte de me recruter comme spin doctor, je vais leur donner la solution tout de suite. Je vais leur dire, c'est très simple. Vous voulez vous en tirer, vous voulez sauver votre peau, vous voulez même rester quelques années de plus. Il n'y a pas de souci. Il faut répondre juste aux aspirations du Hira. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Transition démocratique. Ça veut dire que l'ancien parte et que le nouveau arrive. Mais la transition, l'ancien part doucement et le nouveau arrive doucement. Ça veut dire que ça peut prendre des années. Là, déjà, vous avez gagné. Ensuite, ils ont dit processus constituant. OK, permettez-leur d'aller vers le processus constituant. Il va prendre des années. Parce qu'il va y avoir des polémiques sur le plan culturel, éthique, identitaire, idéologique. Nous allons nous prendre beaucoup de temps pour désigner nos représentants. Nos représentants, une fois élus pour faire la constituante, ils vont s'entre-déchirer sur des questions cruciales sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Et le régime, il pourrait surfer sur ça, il pourrait vraiment gagner du temps et même négocier les conditions de son départ. Or, tout ça pour dire que ce régime est stupide. Ça veut dire qu'en plus des difficultés objectives dans lesquelles il se débat, il est entouré de toutes parts de périls imminents, d'une crise économique qu'il a lui-même concoctée petit à petit, qui va nous tomber tous dessus, et un régime stupide qui risque de nous emporter dans sa stupidité. Comment il va faire Yahya Bonouar? Très clairement, ce que vous dites s'adresse à des hommes politiques et des femmes politiques qui réfléchissent de manière politique, qui envisagent l'avenir de manière politique, qui ont des visions, des convictions différentes, quelquefois opposées, mais qui ont des visions et des convictions politiques. Là, vous avez en face de vous des officiers de Mukhabarat. La seule chose qu'ils savent faire, c'est des Mukhabarat. Surveiller, intimider, menacer, emprisonner. Tout ce discours, ils ne sont pas accessibles à ce genre de discours. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont mené le pays là où il est. Quand vous leur parlez de cette manière qu'il y a une crise politique depuis maintenant plus d'une année, et donc une crise politique se règle par des solutions politiques, il y a une crise économique, on est dedans, qui se règle par des décisions économiques, il y a une crise sociale, on est en train d'y entrer, qui se règle par des mesures politiques, économiques et sociales. Mais vous avez en face des gens, la seule chose qu'ils savent faire, c'est réprimer. C'est ce qu'ils ont toujours fait depuis 1962. À chaque fois que l'Algérie a été, pas dans une crise, mais qu'elle devait passer une étape pour passer à autre chose, la seule chose qu'ils savaient faire, c'est de réprimer, tuer, torturer, envoyer en prison, envoyer à l'étranger, émigration massive, partez, dégagez, laissez-nous le pays et on fait ce qu'on veut. Et voilà, et là on arrive à la fin. C'est-à-dire, ce qu'a dit tout à l'heure Edel, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où c'est la nation qui est en jeu. C'est-à-dire que si on continue comme ça, peut-être que dans 20, 30 ans, la nation algérienne en tant que nation n'existera plus. C'est ce qui est en train de dire et j'aimerais que vous nous en disiez plus sur ce sujet, parce qu'il y a un vrai péril, il ne faut pas le nier. Même si pour le moment nous sommes tous unis, nous sommes soudés, mais il y a un péril qui guette. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce risque d'éclatement, d'implosion? Le péril, aujourd'hui, pour eux, c'est-à-dire d'habitude, la crise économique engendre la crise politique. Nous, la crise politique a précédé la crise économique. C'est-à-dire que le peuple s'est libéré. Les Algériens, et notamment la jeunesse,
sont libres, ils parlent depuis plus d'1 an, ils échangent. Pratiquement 90% des jeunes Algériens, notamment les étudiants, on peut leur décerner un master en sciences politiques. Et la parole s'est libérée. Et sur ça, après ça, vient se greffer une crise économique et sociale. Et chez un peuple qui est libéré, qui est en rébellion. Et donc, ces gens-là, normalement, s'ils comprenaient la politique, ils ouvriraient le pays immédiatement et déclencheraient un processus démocratique immédiatement, libéreraient tous les détenus immédiatement, ouvriraient les champs politiques et médiatiques immédiatement. Sauf que vous avez en face des officiers de renseignement, de mukhabarat. Il y en a qui n'ont jamais lu un livre de leur vie. La seule chose qu'ils savent faire, ils ont été formés pendant des années à surveiller, écouter les téléphones, qui est celui-là. Comment voulez-vous gérer un pays, préparer l'avenir, avoir une vision avec des gens qui, ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur métier. Ça appartient aux politiques. Et ils refusent de remettre le pays à des hommes politiques, quels qu'ils soient, qu'on soit d'accord ou pas, puisque après, l'alternance fera que pendant une période, ce sera tel groupe, la période d'après, ce sera une autre, parce que l'alternance, mais des politiques, des civils. Pour l'instant, il n'y a pas de civils qui dirigent l'Algérie. Ce sont ces généraux que vous montrez là en direct à l'écran, qui savent faire ce qu'ils savent faire, réprimer, et non pas gérer un pays, non pas construire un État, non pas construire des institutions, parce que par définition, ce n'est pas leur mission. Et nous allons entamer le dernier point de cette émission, mais avant peut-être un commentaire, Idir? C'est-à-dire que pour moi, l'Algérie, là, actuellement, au vu de... Moi, je me rappelle d'une phrase de Mme Zoubida Assoul qui, à la veille ou 2-3 mois avant les élections, a dit une phrase qui résume tout. Elle a dit tout simplement « J'appelle l'armée à la raison ». C'est tout un programme. Oui, oui. Ce que dit Yahya, la subordination de l'armée aux politiques, c'est une question qui est fondamentale. Oui. Elle peut se négocier, elle peut être travaillée, oui. Elle peut être mise en place de manière apaisée, de manière sereine. L'ouverture tout azimut, oui, on est tous d'accord. Mais l'essentiel, comme je le dis souvent, l'armée doit entamer sa propre mutation. Ce n'est plus l'armée des années 60, des années 70, des années 80, 90. La société a muté. Il faut qu'elle se mette en phase avec la jeunesse du Hirak. Il faut qu'elle arrive à comprendre... Mais ceux qui commandent l'armée, c'est des gens qui ont tous plus de 75-80 ans. Mais ces généraux-là... Si l'armée de fond a changé, ils n'ont pas d'enfants. L'armée de tête est la même. Hein. Oui, tout à fait, se pose justement. Et je ne sais pas si c'est Mme Bouraoui qui l'a dit au début, mais l'institution militaire, on est là pour la protéger, nous aussi. Nous, on a toujours critiqué la parole publique du chef d'état-major. Absolument. Et le problème, c'est celui-là. C'est plus la grande muette, c'était la grande bavarde. Et j'ai l'impression que ça recommence et que nous allons avoir droit à un discours de la même veine, comme l'a suggéré Yahya tout à l'heure. Maintenant, c'est l'armée ventriloque, puisqu'elle fait parler à une marionnette. Amira Bouraoui, un commentaire avant que je ne pose le dernier sujet qu'on pourrait discuter ensemble. Dernier commentaire, oui. Comme le disait monsieur, on n'est pas contre notre armée. Moi, je suis la fille d'un officier militaire, un médecin militaire qui a donné 32 ans de sa vie à l'armée. On n'est pas contre l'armée, mais on veut élire notre président et qu'on ne soit plus une dictature. On veut être الجزائر ديمقراطية شعبية. C'est ce qui est écrit sur mon passeport. C'est clair. Amira Bouraoui, restez avec nous. Nous allons faire un dernier tour de micro sur une question très claire. Le Hirak va reprendre. Personne ne doute de ça. Même plus le régime lui-même qui a tout fait pour étouffer ce Hirak et l'empêcher de reprendre. Qui a cru que le gong du corona qui l'a sauvé du chaos final, la belle aubaine,
et ça allait lui permettre de gagner du temps, de liquider le Hirak avant qu'il ne reprenne et de dissuader tout le monde de revenir par rapport à ces répressions et tout, intimidation et autres choses. Par rapport aussi à la corruption de certains hirakistes qu'il a approchés, à qui il a proposé des choses. À d'autres, il a proposé de changer de ton et de l'aider à aller vers l'apaisement. Je le dis publiquement. Alors, maintenant le Hirak va reprendre. Sauf que s'il reprend juste pour sortir dans la rue, c'était très beau. C'était très beau pourquoi? Parce que nous nous sommes retrouvés. Nous sommes devenus un peuple qui ne fait pas que des émeutes et des jacqueries parce qu'il n'y a pas de route ou parce qu'il n'y a pas d'eau dans la région. Nous avons été un peuple qui est sorti, y compris à la diaspora, en dizaines de milliers, 50 000 rien qu'à Paris pour le 1er novembre, au moins 50 000. Et donc un peuple qui s'est retrouvé, qui a découvert que c'était un peuple et qui a réappris la vocation d'un peuple et les aspirations des peuples, qui a demandé quelque chose de très beau, l'avènement d'un état de droit. Mais ça, c'était le Hirak 1. Ça a amené donc à cette prise de conscience générale. Sauf que le Hirak 2, il faudrait qu'il obtienne des résultats. Et pour obtenir des résultats avec ce régime qui sait, c'est comme s'il disait, bon, écoutez, faire et laisser braire. Nous, on fait ce qu'on veut, eux, laissez-les crier autant qu'ils veulent, là, il n'y a pas de souci. Donc, comment faire, d'après vous qui êtes tous les trois hirakistes, Idir et Yahya à Paris et un peu partout en Europe, et Amira à Alger, comment faire, d'après vous, pour commencer à jeter les fondements d'un Hirak organisé, qui sait où il va, qui adopte des méthodes claires, qui pourront lui permettre, face à un ennemi aussi redoutable, aussi puissant, de pouvoir le réduire et de pouvoir le contraindre à répondre par la positive, et dire comment faire pour que le Hirak 2 soit vraiment un aboutissement plutôt qu'une éternelle revendication. C'est difficile à aborder, c'est complexe et compliqué à la fois, pour la bonne et unique raison, c'est qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas reconnu donc l'élection du 12-12. Il y a certains partis politiques qui ont été destinataires de la mouture de la petite réformette de la Constitution qui n'y ont pas répondu. Si nous restons dans la logique du Hirak, il est clair que cette élection, elle pêche par deux aspects. Le premier, c'est la légitimité. Ce n'est pas avec un score électoral, enfin un suffrage exprimé de l'ordre de 9-10% en étant qu'il est légitime. Et pose le problème de la légalité. De deux choses l'une, s'il y a des politiques qui s'inscrivent dans la démarche de dire ces élections, pour nous, nous ne les reconnaissons pas, c'est un acte politique. À partir de ce moment-là, vous disqualifiez l'élection. De manière mécanique, vous disqualifiez aussi le choix de l'état-major. À partir de ce moment-là, les politiques et tout le peuple algérien veulent aller vers une transition, vers un processus constituant. Il prendra le temps qu'il prendra. C'est une démarche. La deuxième démarche consiste aussi à dire il y a une offre de service du pouvoir, mais c'est des réformettes. Comment peut-on changer ? Moi, je ne crois pas à cette deuxième solution. Je crois à une rupture nette avec le pouvoir en place, mais en disqualifiant... Mais comment ? Sur un plan pratique. Le Hirak, comment doit-il s'organiser pour pouvoir aller vers ce que vous dites ? C'est-à-dire que, pour moi, je l'ai déjà dit sur votre plateau il y a une quinzaine de jours, on a un problème. Le premier problème, c'est identifier les nouveaux acteurs qui sont formés, qui sont politiquement aptes à proposer, à donner le cap et à avoir un projet. Oui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quels sont les outils à mettre en place. Yahya peut être d'un apport, les outils, tout le monde peut être d'un apport, quels sont les outils? Et ensuite, comment choisir la méthode? Mais si ça reste simplement de manière endogène, c'est-à-dire, moi j'aime pas le mot diaspora, la communauté algérienne à l'étranger, plus nos nationaux qui sont là-bas et qui combattent, non, il faut qu'on arrive à vendre notre produit, le produit de l'Algérie de demain, de l'Algérie de la jeunesse, l'Algérie de l'espoir, l'Algérie de l'espérance, il faut qu'on le vende à l'extérieur aussi. Parce que seul, ce sera possible. Vous voulez dire pour que l'extérieur reconnaisse en le peuple une dynamique... Je parle sous le contrôle et l'autorité d'Yahya, le fameux document du Parlement européen qui a été examiné dans l'urgence en fonction de leur fameux article.
qui n'engageait pas la Commission européenne ni le Conseil. C'était les peuples européens et non pas les gouvernements européens. Regardez ce qu'ils ont fait. Pour un petit documentaire qui filmait de petits jeunes Algériens qui vivent leur vie sans troubler leur public, à la limite, je ne suis pas dans la morale, moi, ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Un rappel de l'ambassadeur, ça prouve qu'il y a une poussée de fèvre, que le gouvernement et la diplomatie algérienne est acnéique. C'est des adolescents. Ce n'est plus possible. C'est tout ça ramassé. Mais moi, je ne crois pas à une solution exclusivement, disons, algérienne, si, mais vendre le produit algérien, vendre l'alternative, vendre la Méditerranée, vendre l'Africanité. Encore faudrait-il que le Hirak soit organisé pour pouvoir parler d'une seule voix, pour pouvoir aller dans un sens, pour pouvoir discuter ses objectifs et d'autres. Monsieur Benchenouf, si vous vous rappelez, plus d'1 an et demi que j'appelais à ce que les plumes comme Yahya puissent s'organiser et poser le problème, les barreaux, les ordres, etc., pour qu'on puisse faire convergence. Pour qu'on puisse faire convergence et charrier ce peuple. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, ça se fait au niveau du Hirak. On ne peut plus rester dans un angélisme comme ça et marcher tous les vendredis. Il faut qu'il y ait un cap, il faut qu'il y ait un projet, il faut des outils, il faut une méthode. Très bien. Yahya Bonouar. Il y a plusieurs questions dans la question. D'abord, le projet du Hirak et les objectifs du Hirak, je crois que cela, c'est plus la peine de tourner autour du pot. Tout le monde le connaît. On est tous d'accord. C'est un État de droit démocratique. Et donc, ça démarre par une période de transition. Ensuite, il y a effectivement, il y a des outils. Comment il y a des choses qui sont en train de se faire tout doucement. Bon, c'est pas le lieu d'en parler. Mais il y a des choses qui se font et je peux vous assurer que le Hirak 2 ne ressemblera pas au Hirak 1. Et ceci parce que ça a mûri. Le Hirak avait aussi besoin, le corona, la post-corona a permis au régime, la belle aubaine, mais elle a aussi permis au Hirak de se poser, de faire une pause et puis de rentrer dans la réflexion de comment sera l'après. Les choses se font tout doucement. Il ne faut pas se presser, encore une fois. On est dans un processus révolutionnaire. Je l'ai dit. Mais est-ce que le processus révolutionnaire, Yahya, peut mûrir de lui-même? Est-ce qu'il n'est pas en mesure de générer une représentation, une idée claire, une feuille de route, surtout? Oui. Oui. Je vous rappelle qu'on part le 22 février 2019 d'une société atomisée, explosée. Personne ne parlait à personne. Chacun suspectait l'autre. Donc il faut du temps, il faut accepter qu'on a besoin de temps. Un énorme travail a été fait. Les gens ont repris confiance en l'autre, d'abord en eux-mêmes, puis en l'autre. Les gens se parlent, n'ont plus peur, ne suspectent pas celui qui est autour de la table d'être un agent des services. Ils échangent. Donc ça prend un temps, 60 ans de destruction, non pas des institutions, mais de la société. Ça prend du temps. Il faut accepter que ça prenne du temps de reconstruire. Et moi, j'estime que le travail qui a été fait de manière collective depuis plus d'1 an, c'est formidable. Il y a une accélération. C'est quelque chose qui aurait dû prendre 10, 15 ans et qui a été fait en 1 an. Merci. Il faut accepter que ça va encore prendre un peu de temps. Déjà, on a appris à se parler, on a appris à se faire confiance, on a appris à ne pas s'insulter, on a appris à ne pas se suspecter les uns les autres. On a appris à accepter l'avis contraire, l'opinion opposée, sans se traiter de tous les noms. Voilà. Et après, maintenant, c'est en train d'avancer. La post-corona a permis aussi à beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas de se rencontrer, de se parler. Évidemment, ce n'est pas sur les chaînes de télé que ça se passe. Mais il y a une lame de fond qui est en train de s'organiser tout doucement. Ça prend du temps.
Soyons patients. Merci, Yahya. Faisons confiance à cette jeunesse, faisons confiance aux militants, faisons confiance au Hirak. Merci, Yahya. Merci. Merci à vous. Alors, Amira Bouraoui, le mot de la fin, et la même question, à votre avis, le Hirak 2, comment va-t-il se passer? Va-t-il pouvoir se doter de représentation, d'une feuille de route, de méthode, de division, de partage des tâches, à votre avis? Amira? Amira, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous avez entendu la question? Non, j'ai pas entendu la question parce que ça. La même que pour nos deux autres invités. À votre avis, vous qui êtes dans le Hirak à Alger, comment le Hirak 2 va se passer? Est-ce que le Hirak va pouvoir se doter de représentants, d'une feuille de route, d'un consensus, du moins d'un SMIG consensuel pour pouvoir ramasser ses forces, aller dans une seule direction, ne plus se laisser distraire par la subversion et le travail du régime? Je pense qu'il est temps maintenant que ça a assez mûri en fait. Vous savez, une fois j'ai rencontré le Hirak Fodel Boumala et on s'est dit qu'au début c'était une réaction physique du peuple algérien et qu'à un moment il a fallu mûrir, il a fallu conscientiser et je pense qu'aujourd'hui c'est mûr pour que ça puisse. Quand j'avais été invitée par un confrère à vous, Monsieur Qadi Ihsan, au mois de mars 2019, et il m'avait parlé de représentativité et je lui avais dit que ce n'était pas le moment de la représentativité à ce moment-là, parce que ça aurait explosé justement le Hirak. Et le Hirak n'avait pas besoin au début de représentants parce qu'il avait besoin d'exister et de continuer la lutte. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Hirak 2, comme vous le dites, est assez mûr pour avoir ses représentants. Vous savez, on a arrêté les manifestations dans la rue. Par contre, ça a continué du côté conscientisation, justement. Les étudiants ont fait plein de conférences pendant tout le mois de Ramadan. Ils ont invité Maher Zarabia, ils ont invité Nasser Djabi, ils ont invité Madame Astoul, ils ont invité plein de gens qui ont parlé, ils se sont parlé les uns les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire en sorte qu'il y ait une représentation pour qu'on puisse avancer. Amira Bouraoui, merci infiniment. Yahya Bonouar, merci infiniment. Idil un dernier mot. Un dernier mot, je dis qu'il faut à tout prix que toutes les forces vives de la nation, toute la société civile puissent se rencontrer, puissent débattre. Je sais que c'est difficile, mais ça passe par là aussi. Il faut convoquer l'anthropologie, convoquer l'histoire, convoquer tout notre passé. Et je vais paraphraser Charles Maurras, que j'apprécie pas par ailleurs, et je fais du Brahim Mounsi avec moins de talent, quand il dit la nation, c'est le partage en commun d'un cimetière antique. Il faut que nous puissions nous retrouver tous ensemble pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et quels que soient les moyens utilisés, nous y arriverons, j'en suis certain. Merci, Idil pour tant d'optimisme. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Il ne faut pas douter un seul instant que le Hirak est là, en train d'attendre patiemment, avec une force incroyable. Et le Hirak sait, cette fois-ci, que s'il a pu rassembler autant de millions d'Algériens dans la rue pendant une année, au moins 2 fois par semaine, par temps de pluie, par canicule, في رمضان, في الشتاء, في البرد, في السخانة, il a appris à avoir confiance en lui-même, en ses possibilités, et à croire en ses propres rêves. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau est né de l'autre côté des frontières, de l'autre côté de la Méditerranée, chez les Harraga, que je connais bien, que je rencontre de temps en temps. Harraga, jusque-là, ils n'avaient qu'une seule envie, qu'un seul rêve, de pouvoir s'installer en Europe et de pouvoir faire leur vie avec des papiers normaux et tout. Maintenant, ils sont en train de rêver pouvoir retourner
dans un pays qui pourrait être meilleur et plus beau et plus riche et plus généreux et plus solidaire que dans celui où ils sont en train de se cacher pour ne pas être pris par la police. بقاو على خير بالسلامة.